Dans l'ordre, Benoît Laroche de Roussel, bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de l'industrie de défense de la DGA, Délégation Générale de l'Armement. Bon, je pense que vous connaissez très bien cette institution qui assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'armes sur toute la durée de vie des programmes. Enfin, on va avoir l'occasion de parler de tout cela avec nous également. André Lanata, qui est général d'armée aérienne, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Donc, bien toutes ces problématiques et qui est aujourd'hui senior advisor chez TNP. Bonjour André, merci d'être avec nous. Louis Pénat, qui est conseiller défense affaires publiques chez Airbus, et représentant aujourd'hui du GIFAS, c'est le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, donc je pense que vous connaissez bien. Et Louis est ancien général de l'armée de l'air également. Donc merci d'être avec nous Louis et bonjour. Et puis Benoît Ragny, que je ne vous présente plus, président de TNP. Benoît, moi j'ai quelques questions évidemment pour nos intervenants, mais en cours de discussion ou à la fin, voilà, je tournerai vers vous si vous avez des questions. N'hésitez bien entendu pas à les poser. Benoît, je vais démarrer avec vous. L'évolution du contexte sécuritaire, des conditions d'emploi de nos forces sur le terrain nécessite des adaptations, Frédéric Pichard l'a dit, de nos capacités industrielles de défense. Selon vous, est-ce que la France est-elle vraiment entrée dans une économie de guerre pour affronter les crises à venir ? Merci, bonjour à tous et à toutes. Pour gagner une guerre, il faut durer 15 minutes de plus que l'adversaire. Et historiquement, c'est toujours, ou presque toujours, dans les guerres récentes, l'industrie qui a permis de tenir ces 15 minutes de plus. C'est pour ça que le délégué général pour l'armement a décidé de créer la direction de l'industrie de défense il y a 1 an et demi dans le cadre de son programme de transformation de la DGA. Et justement, l'un des enjeux, ou l'enjeu principal que mène cette direction de l'industrie de défense, que j'ai l'honneur de diriger depuis 7 mois, est de préparer la France à être prête justement le jour où ce sera nécessaire pour basculer réellement dans une économie de guerre. Je le dis, c'est important parce que le président de la République avait annoncé cette entrée en économie de guerre en 2022 à Eurosatory. Depuis, le discours a un peu évolué, on parle plutôt d'efforts de défense. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ceci sont des chantiers de long terme qui visent à nous donner les moyens d'être prêts à faire face à tous les défis qui ont été rappelés en introduction. Donc, est-ce qu'on est rentré aujourd'hui en économie de guerre ? On s'y prépare en tout cas. On s'y prépare et en différenciant de façon assez nette le temps court et le temps long. Et je pense que c'est important de faire cette distinction pour bien comprendre quels sont les chantiers qui sont menés. Le temps court, c'est le réarmement. Le réarmement, il a lieu aujourd'hui. Il a lieu déjà depuis plusieurs années pour la France. Depuis 2017, les lois de programmation militaire sont en forte croissance budgétaire. On passera de 30 milliards d'euros à peu près en 2017 à 50 milliards d'euros actuellement. Donc c'est quand même une augmentation massive, même quand on retraite de l'inflation. Donc ce réarmement, il a lieu en France depuis un moment et il a lieu chez nos voisins européens avec une accélération extrêmement nette et visible depuis le début de l'année 2025, depuis la prise de conscience qu'il fallait surtout compter sur nous-mêmes. Et donc ce réarmement, c'est le premier enjeu et il a lieu dès aujourd'hui. Et ce réarmement, il se déploie du côté de la direction de l'industrie de défense par un certain nombre d'actions pour aider nos industriels à se réarmer et aider nos industriels à augmenter leur rythme de production. Parce que nous passons en fait de manière extrêmement rapide et extrêmement même presque brutale d'un régime où l'objectif était de produire peu et dans la durée, en prenant notre temps. Ça a arrangé tout le monde. C'était les dividendes de la paix, peu de crédit, donc tout le temps que l'on pouvait prendre pour concevoir le programme d'armement arrangeait finalement tout le monde, pour dire les choses de manière très claire. Et maintenant, on demande d'accélérer et de produire très vite et de mettre un effort fort sur la production. Et ce travail, mené par la direction de l'industrie de défense avec tous les industriels concernés, que ce soit les grands maîtres d'œuvre, mais aussi toute la chaîne de sous-traitance, fait apparaître énormément, beaucoup de difficultés, beaucoup de challenges que nous traitons les uns après les autres dans une approche à 360 degrés. Premier challenge, le financement. On va y revenir. Deuxième challenge, le recrutement, qui est vraiment le premier frein auquel font face tous les industriels que nous rencontrons. Alors, le recrutement de plus de 10 000 postes à pourvoir dans la BITD, de tout niveau, ouvriers, de ouvriers à ingénieurs. La performance industrielle, les goulots d'étranglement, la lisibilité des commandes, la visibilité, tous ces sujets, nous les traitons, donc c'est le réarmement dès aujourd'hui. Mais le deuxième volet, c'est justement aussi être prêt, dans le temps long, le jour où ce sera nécessaire, à augmenter de manière significative et massive les cadences pour passer en économie de guerre. On ne va pas se mettre à produire massivement aujourd'hui, on ne saurait pas que faire de ces productions d'armement. En revanche, les travaux pour pouvoir monter commencent dès aujourd'hui, ont commencé depuis plus d'1 an. Et pour cela, nous menons un travail résolu avec nos collègues de Bercy pour identifier toutes les entreprises civiles qui n'ont pas de besoin de court terme, mais qui sont prêtes dans quelques années, si c'était nécessaire, à mettre à disposition de l'industrie de l'armement leur outil de production. Et donc le travail se prépare dès maintenant parce qu'il faut identifier les industriels qui voudront travailler avec nous,
et identifier déjà avec eux quelle serait l'utilisation que nous pourrions faire de leur capacité et de leur expertise, quel délai et quel coût pour convertir leur outil de production et quelle serait la production que ça peut atteindre. Donc voilà, temps court, temps long. Donc on se prépare résolument à cette économie de guerre. Nous n'avons pas vocation à court terme à convertir intégralement l'économie comme le font les Russes qui consacrent toute leur capacité industrielle à cela, mais nous devons être prêts à le faire, parce que le jour où ce sera nécessaire, nous ne pourrons pas prendre quelques années pour le faire. Juste dernier point, la Russie a commencé la conversion vers une économie de guerre en 2014. Ils avaient un plan sur 10 ans. Ils ont finalement un petit peu anticipé, puisque dès 2022, ils ont attaqué l'Ukraine, mais voilà, c'est un plan dans la durée. Nous ne pourrons pas, nous n'aurons pas 10 ans à partir du jour où on sera agressé, donc il faut commencer dès maintenant à être prêt le jour où ce sera nécessaire. Merci Benoît. Puis on aura l'occasion de revenir justement sur le rôle de l'État, les financements. Juste un mot parce que si certains ne sont pas familiers, mais enfin je pense que vous l'êtes quand même tous avec ce terme BITD, c'est la base industrielle, technologie et défense, ou industrie de défense, voilà, si je résume un peu. Exactement, ce sont les 4500 entreprises localisées en France qui contribuent, quel que soit le niveau dans la chaîne de production, à la production de systèmes d'armes. Alors, André, par rapport à ce qu'on a déjà dit entre l'introduction de Frédéric Pichard et puis ce que vient de nous dire Benoît Laroche, vous êtes ancien responsable militaire. Comment vous voyez cette transformation nécessaire de notre tissu industriel de défense ? Merci de poser la question à un ancien militaire. Ça ne va pas de soi parce qu'il est d'abord préoccupé par ses capacités opérationnelles. Et permettez-moi peut-être de commencer par dire un mot sur la façon dont les armées voient l'industrie de défense. Et je m'exprime ici au titre de mes anciennes fonctions. Je pense qu'il faut considérer l'industrie de défense comme un acteur majeur de notre sécurité, de notre indépendance stratégique. Ça mérite d'être rappelé. On brasse des enjeux économiques, bien souvent budgétaires, mais quand j'étais en situation de responsabilité, j'avais l'habitude de dire que notre industrie de défense est une partie intrinsèque de nos capacités opérationnelles et de notre souveraineté. Elle est donc capitale, a fortiori, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui. Alors, au-delà de son rôle économique, sur lequel, évidemment, je suis moins pertinent, je crois que nos capacités technologiques et industrielles participent également à notre posture dissuasive. Ça aussi, il faut le rappeler. Et j'ajouterais à notre influence à l'international à travers notamment l'exportation. Les pays avec lesquels nous exportons et les armées participent à ce travail consistant à promouvoir les équipements produits par nos industriels à l'étranger. Tissent des liens qui sont évidemment très forts avec les pays qui ont fait le choix des équipements français. Mais avant tout, et évidemment, là je m'exprimerai davantage au titre de l'ancien responsable militaire que j'étais, son premier rôle est de satisfaire le besoin opérationnel de nos forces armées, qui peuvent ainsi, et c'est très très important, opérer ces capacités en toute indépendance et liberté d'action. En toute indépendance et liberté d'action, ça mérite d'être rappelé. Aujourd'hui, l'Ukraine ne peut pas employer les équipements occidentaux qui lui ont été livrés en toute liberté, parce qu'ils sont assortis de conditions. En 2015, l'Égypte décide d'acheter du Rafale à la suite du refus américain de lui laisser exploiter ses F-16 en Libye. C'est donc un point important. Il s'agit enfin d'un secteur industriel qui n'est pas comme les autres, car le rôle de l'État y est déterminant et sans commune mesure avec son rôle dans les autres secteurs industriels, tout simplement parce qu'il s'agit de produire des équipements de guerre et que ce n'est pas autorisé par la loi, sauf autorisation de l'État. Donc, je répète, premièrement, l'industrie de défense, un acteur de notre sécurité. Et à ce stade, peut-être, de ce que je voulais vous dire, permettez-moi de faire une petite digression. Aujourd'hui, la guerre est de retour. La guerre est de retour. Je vous dis ceci parce que je ne suis pas certain que cette préoccupation soit largement partagée dans notre pays. Aujourd'hui, évidemment, je m'adresse à une assemblée de personnes convaincues des risques qui nous guettent et que j'estime sérieux. Mais je pense que si nous demandons aux Français quelles sont aujourd'hui leurs principales préoccupations, ce n'est pas le risque d'un conflit majeur de haute intensité en Europe, dans lequel notre pays serait impliqué, qui arriverait en tête de ces préoccupations. Et pourtant, si cela se produisait, je suis persuadé qu'il réviserait cette hiérarchie. Donc, si vous voulez, ce qui me préoccupe
dans tout ce qui est dit au sujet de notre effort de défense, c'est ce découplage au sein de notre société sur ces enjeux de sécurité et de défense par insouciance ou par refus de voir la réalité en face. Les critères ESG sur l'économie durable, même s'ils ont évolué récemment, fournissent une bonne illustration de ce découplage entre les aspirations d'une partie, entre parenthèses, un peu bruyante de la société et la réalité du monde. C'est aussi une question de signal stratégique que nous envoyons à nos adversaires. Plus nous sommes fragiles, plus nous encourageons nos adversaires à tenter une aventure militaire. Avoir peur de la guerre, c'est, à mon avis, augmenter les risques de l'avoir. Ce que le général Burkhardt, qui a quitté ses fonctions très récemment, disait autrement, on n'évite pas la guerre avec de bonnes intentions. Il en résulte qu'il faut nous préparer à l'impensable, et nous y préparer comme si cela devait se produire demain, car c'est le meilleur moyen de l'empêcher, et cela concerne évidemment notre industrie de défense au même titre que la préparation de nos armées. Et pour répondre finalement à votre question, vu de la fenêtre, encore une fois, de l'ensemble responsable militaire, aujourd'hui notre industrie de défense est à mon avis confrontée à une triple inversion de tendance, 3 ruptures qui impactent la nécessité d'adapter notre BITD. La première, c'est évidemment le retour de la guerre, j'en ai parlé. Pendant des décennies, cela a été dit, notre outil de production a été maintenu au plus bas niveau possible, et j'en sais quelque chose, puisque j'étais sous-chef-plan à l'état-major des armées, et je me souviens comment nous essayons de combiner, de maintenir à niveau ces capacités technologiques et de production industrielle, tout en essayant de satisfaire au mieux nos capacités opérationnelles. Et donc, au plus bas niveau possible, réclamé par le maintien de nos compétences technologiques et industrielles et la satisfaction du besoin des armées, et l'export lorsqu'il arrivait, ce qui a fini par arriver par exemple pour le Rafale ou pour le César, mais avec une angoisse à un moment qui est celle de maintenir les lignes de production pour garantir finalement les capacités opérationnelles françaises. La deuxième inversion de tendance est celle du besoin opérationnel. Ces 20 dernières années, nos forces armées ont été taillées pour des missions de police internationale choisies, dans des conflits en général asymétriques où nous intervenons avec des forces facilement déployables. Aujourd'hui, nous sommes évidemment obligés de considérer un besoin qui a changé fondamentalement, avec le risque d'un conflit de haute intensité auquel s'ajoute la confrontation dans de nouveaux espaces. Et la troisième inversion de tendance, c'est le changement de paradigme technologique. Parce que beaucoup des technologies que les armées ont besoin d'exploiter sont désormais tirées par des marchés civils, ce qui nécessite de penser les usages et un besoin opérationnel futur issu finalement de l'exploitation de ces nouvelles technologies, ce qui constitue un défi en termes de méthode pour intégrer ces technologies dans notre arsenal. Donc ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail dans un instant. Merci André. Louis, je rappelle, vous intervenez au titre du GIFAS. Le GIFAS, c'est environ 366 pour être précise, de maîtres d'œuvre et systémiers qui sont spécialisés dans l'étude, le développement, la réalisation, la maintenance, commercialisation des programmes et matériels aéronautiques et spatiaux. Alors justement, les grands enjeux auxquels fait face aujourd'hui cette industrie aérospatiale de défense. Merci, bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez bien, Frédéric, avant de répondre directement à votre question, une petite précision sur ce qu'est la filière aérospatiale, puisque j'interviens au titre du GIFAS et peut-être que ça sera utile pour certaines personnes dans la salle. Donc, en 2024, la filière a généré 78 milliards de chiffre d'affaires, dont 61% sur le marché national. Donc, c'est quand même un élément extrêmement important de l'économie nationale. C'est le premier contributeur à la balance commerciale en excédent commercial, d'accord, avec 29 milliards d'euros. Et en termes de, vous l'avez dit, le GIFAS, lui, regroupe un peu moins de 500 entreprises, dont des startups. Donc le GIFAS, ce n'est pas le monde des MOI, des maîtres d'œuvre industriels, c'est le monde de toute l'industrie de l'aéronautique et spatiale. Et donc, je disais, 220 000 salariés dans la filière, et annuellement, cette année, en tout cas, 29 000 recrutements ont été effectués. Donc c'est vraiment un secteur très dynamique. C'est un secteur qui est une pépite de l'économie nationale. C'est un secteur qu'il faut choyer et qui ne devrait pas connaître le funeste sort de la filière automobile. Pour autant, sur le secteur défense, l'activité est de l'ordre de 20 milliards, donc un quart
du chiffre d'affaires. Je voudrais juste préciser également que la défense, ce n'est pas un marché au sens économique du terme standard. Ce n'est pas un marché sur lequel les produits s'échangent librement et où l'offre et la demande se rencontrent. La défense, c'est un secteur qui est policy-driven et pas market-driven. Donc ça veut dire que, et c'est bien que la thématique de la journée soit les relations avec l'État, c'est vraiment l'État qui insuffle le tempo de l'industrie de défense. Les industriels ne produisent qu'à partir d'une spécification militaire demandée par l'État qui passe une commande. Les deux termes sont importants. Spécification militaire, commande. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours des échanges. Et puis, juste dire que la production et la commercialisation sont extrêmement encadrées. Donc tout ça fait que le marché de la défense est un marché extrêmement particulier qui ne fonctionne que si on a des financements. Et donc l'idée, un des messages force du GIFA, c'est d'attirer des financements privés au sein de la BITD. Et puis si on a des commandes, et donc il faut de la visibilité. Pour répondre à votre question assez succinctement, pour ne pas monopoliser la parole, les enjeux auxquels nous faisons face, nous devons faire face, je retiendrai 4. Le premier, c'est l'innovation. L'innovation, et dans mon esprit, si je devais emprunter un terme militaire, et désolé pour le tropisme, ce serait une innovation stratégique, puisque dans les questions, peut-être qu'on envisagera ensuite l'innovation que je qualifierais de tactique. L'innovation stratégique, c'est l'innovation qui va nous donner sur le long terme la supériorité sur un ennemi potentiel. Car qu'on le veuille ou non, la supériorité technologique au combat, elle est toujours extrêmement valable et extrêmement dimensionnante. Et elle fait la différence. Je vous renvoie au conflit entre Israël et l'Iran. L'innovation, au sens donc stratégique du terme. Augmenter la capacité de production. Ça me semble évident. Le directeur l'a évoqué dans la logique d'économie de guerre. D'ailleurs, moi, je fais un petit distinguo entre économie de guerre et économie en guerre. Aujourd'hui, on est en économie de guerre. Il faut nous préparer à passer à l'économie en guerre. Et il y a toute une logique derrière qu'il faut développer. On pourra y revenir si les questions le permettent. Donc, augmenter la capacité de production. Et dans cette perspective, il y a peut-être 2 axes essentiels qui me semble-t-il. C'est la RH, au pluriel. Ressources humaines, richesse humaine. C'est comment je fais de la ressource humaine une richesse humaine. Donc derrière, il y a tout un enjeu de formation et d'apprentissage, parce que les métiers de l'aéronautique et du spatial sont des métiers du temps long, extrêmement exigeants à tous les niveaux, que vous soyez ingénieur ou compagnon, les métiers sont extrêmement exigeants. Lorsqu'un savoir s'en va, il est extrêmement long de le réacquérir et le faire réacquérir par quelqu'un. Donc il y a forcément quelque chose à faire aussi sur comment je conserve le plus longtemps possible les savoirs qui normalement devraient partir. Donc richesse humaine, ressources humaines. Et puis un dernier point au titre de la capacité de production, ça a été évoqué en introduction, alléger les processus administratifs. Quand on est en économie de guerre, il doit y avoir toute une logique derrière qui dit, ça veut dire quoi économie de guerre ? Eh bien ça veut dire que ça, on ne le ferait pas. Alors on ne fait pas n'importe quoi, je vous l'accorde, mais il y a des choses qu'on doit pouvoir alléger parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Le général Lanatal l'a dit, l'industrie de défense est une partie intégrante de la puissance nationale. Et 2 derniers points sur les enjeux, je l'ai évoqué, le financement, et le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est robustifier et sécuriser notre supply chain, puisque sans faire offense aux PME et aux ETI, une chaîne, elle n'est résistante que par la résistance de son maillon, j'allais dire le plus faible, non, le plus fragile en l'occurrence. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous dites savoir alléger les processus, moi ça me laisse toujours penser dans un tout autre domaine, c'est la rénovation de Notre-Dame, confiée d'ailleurs à un militaire au début qui a tragiquement disparu. Mais voilà, on a bien vu que là, il a fallu alléger pas mal de choses pour arriver en temps, en heure, et une vraie volonté aussi politique. Frédéric, Benoît, juste un commentaire. Notre-Dame, moi, ce qui me fait dire, c'est qu'un pays qui est capable de rénover Notre-Dame, ça ne peut pas être un petit pays. Donc, l'industrie de défense, elle est le reflet de ce grand pays. Et donc, on doit faire en sorte que cette industrie de défense, elle permette à ce pays de rester un grand pays.
Alors justement, on va en parler aussi de cette industrie de défense avec vous, Benoît, les missions que TNP réalise au profit d'industriels de défense et d'industriels de façon générale, parce que je ne sais pas le combienième de réunion on organise ici sur beaucoup de thèmes, donc vous avez quand même cette expérience originale de couvrir un peu tous les secteurs. Et justement, comment vous analysez les enjeux qui touchent cette nécessaire remontée en puissance de la BITD, de l'industrie de défense ? Déjà, comme ça a été dit précédemment, il faut rappeler que la BITD, on est peut-être des 3-4 pays dans le monde qui a ce tissu industriel qui nous permet d'être souverains. Et ce mot-là, on en parle beaucoup, mais on a peu souvent le temps et la hauteur de vue de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que la souveraineté en ce moment, dans le conflit et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, elle prend toute sa profondeur, puisque derrière, c'est nos valeurs fondamentales, avec les libertés, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce tissu industriel qui a été très affaibli, Benoît a déjà en parlé tout à l'heure, c'est pendant des années, les coupes budgétaires successives ont affaibli ce tissu industriel. C'est depuis 2017 qu'on a relancé la dépense publique. Donc aujourd'hui, il faut avoir en tête que ce tissu industriel-là, il est vital et il est complet, parce qu'on est un des rares pays qui est capable d'avoir cette souveraineté sur l'ensemble des armées et sur l'ensemble des moyens militaires. En revanche, il a été fortement affaibli, et dans ce contexte d'économie de guerre ou d'économie bientôt en guerre, il est très, très sous tension. La première tension, elle est financière. Quand vous regardez la BITD, alors il y a des grands champions nationaux, on en est très, très fiers, qui sont des porte-étendards et qui contribuent, et on les remercie, à faire en sorte que notre balance commerciale s'améliore chaque année. On est le deuxième exportateur d'armes dans le monde, et il faut quand même le rappeler. Mais derrière, il y a beaucoup de petites entreprises qui font 5, 6, 10 millions de chiffres d'affaires. Ces entreprises-là, elles ont des problèmes de capitaux propres. Elles ne sont pas assez capitalisées. Elles ont des problèmes de trésorerie. Elles ont des problèmes de financement, d'autant plus qu'il y a encore très peu de temps, je vous rappelle, on avait sorti un certain nombre de taxonomies où on expliquait que faire des armes, c'était pas la bonne couleur. Bon, heureusement, on a remis l'église au centre du village et tout le monde s'est remis à être aligné. Et j'ai encore récemment rencontré Nicolas Namias et Nicolas Dufourc. Et franchement, les banquiers, et BPI en particulier, s'est mis à réellement accélérer le financement et l'accompagnement du tissu industriel de défense. Et même avec la contribution, puisque c'est ce mois-ci que ça sort, les contribuables et les citoyens français vont pouvoir personnellement payer, ou en tout cas investir pour accompagner ça. Donc, premier élément clé, c'est qu'il faut recapitaliser, il faut redonner les moyens en termes de trésorerie, en termes d'investissement, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'une histoire de supply chain, et augmenter des capacités, ça passe avant tout par un certain nombre d'investissements. Et quand on voit aussi les délais de paiement, on parle beaucoup de la dépense et des nouvelles commandes qui arrivent. 45 milliards, 50 milliards. C'est très important et c'est une très bonne nouvelle. Entre le moment où cette commande de 50 milliards, elle est, entre guillemets, engagée par l'État, et que la PME du Limousin, qui fait des petites pièces métalliques pour aller sur tel ou tel engin de guerre, il peut se passer 2 ans, 3 ans. Il a le temps de mourir 4 fois. Donc en fait, il y a aussi une histoire de délai de paiement et de supporter la trésorerie. Et ça, je pense que c'est un point très important. Et le truc le plus important après, derrière, on en a parlé, c'est la RH. Parce qu'à force d'avoir coupé, on a perdu des compétences. On a aussi un problème d'attractivité. On a tellement un peu décrié l'industrie de défense que les jeunes ingénieurs français
à un moment donné, ils se sont un peu détournés de ces belles industries et de ces belles entreprises. Et ça, aujourd'hui, c'est un grand débat qui est recapitaliser, recréer des compétences clés pour supporter cette industrie de défense et cet élan important qui est en plus créateur d'emplois. Il faut aussi se rappeler, il n'y a pas beaucoup d'industries en France aujourd'hui qui peuvent créer autant d'emplois. On parlait de 10 000 emplois. Oui. Donc, c'est des super bonnes nouvelles. Export, emploi, rentabilité et surtout souveraineté. Alors je voulais juste, avant de passer la parole à Benoît, Louis, je comptais vous poser cette question un peu plus tard, mais justement j'en profite là. Donc la BITD, c'est beaucoup de grands groupes, un tissu important de PME, de TI. Vous avez parlé des MOI, là, ces maîtres d'œuvre industriels. Est-ce que justement elles sont prêtes à relever ce défi de la puissance, de la montée en puissance du secteur ? Donc la réponse est, en tout cas la réponse que l'on a au niveau du GIFAS lorsqu'on discute avec les PME et les ETI, c'est que la volonté est là. Oui, elles ont envie de relever ce défi. Il faut néanmoins les aider à relever ces défis. Et là, l'État a un rôle à jouer et les MOI ont un rôle à jouer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se tourner vers l'État en disant il faut aider nos PME, nos ETI à tenir le choc. On a un rôle à jouer. Et ce rôle, je parle devant beaucoup de représentants des MOI, j'ai le sentiment que on l'assume. Enfin, les MOI l'assument. C'est-à-dire qu'on a mis en place des processus pour aider les PME, les ETI, parfois avec l'aide de l'État, notamment au titre du fonds TICEO, par exemple. On met en place des systèmes au sein du GIFAS, notamment la Task Force GIFAS, qui permet de prendre la température en permanence de l'état de santé de nos PME et de nos ETI. Les grands MOI sont capables de donner, enfin de subvenir aux besoins financiers d'une partie de leur supply chain. Mais c'est vrai que l'écosystème est assez complexe puisqu'on parle de rang 1, on parle de rang 2, mais des rangs, il y en a beaucoup. Donc, on aura une entreprise chemin de rang 2 qui pourra nous parler de ça. Donc c'est extrêmement compliqué, mais moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les PME et ETI sont prêtes. Il leur manque quand même 2-3 choses, et une chose qui est principale, enfin 2 choses qui sont principales, c'est de la visibilité. C'est vrai aussi pour les MOI. C'est-à-dire que si on veut pouvoir aller vite et loin, si c'est toujours dans le brouillard, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. Donc il faut de la visibilité, et notamment il faut des commandes. Il faut des commandes, parce que quand même les commandes, c'est l'oxygène qui permet aux PME et aux ETI de respirer. Donc voilà, on pourra peut-être développer au gré des questions, mais il est fondamental pour la BITD française de promouvoir et de soutenir notre supply chain, sachant que d'ailleurs, beaucoup de ces PME-ETI ont une vocation duale. C'est-à-dire elles travaillent pour la défense, mais elles travaillent aussi pour l'aviation civile. Et c'est jamais... La question a été posée, je suis désolé, je prends juste pendant 1 seconde 12 ma casquette d'Airbusien. La question avait été posée à Guillaume Faury de dire vous devez être content des difficultés de Boeing aujourd'hui. Et la réponse de M. Faury était pas du tout. On partage les mêmes suppliers. Donc quand il va mal, quand Boeing va mal, leurs suppliers vont mal. Leurs suppliers, ce sont aussi les nôtres pour beaucoup. Donc il y a vraiment un écosystème qui dépasse ailleurs l'écosystème national. Et on pourra en parler tout à l'heure quand on parlera éventuellement des grands projets industriels en coopération. Et donc cette BITD et cette supply chain, elles sont intimement liées, quoi. Alors, on revient effectivement sur ces sujets. Alors, le titre, Benoît Laroche, le titre de cette table ronde, c'est le rôle de l'État. Alors, justement, les États ont un rôle central en tant que donneur d'ordre pour à la fois augmenter les capacités de production, enfin permettre d'augmenter les capacités de production, améliorer la compétitivité des industriels de défense. Alors, justement, si on se projette sur cette, on dit la BITD de demain, mais j'ai envie de dire la BITD aujourd'hui. Effectivement, alors, beaucoup a déjà été dit, mais pour résumer, la BITD aujourd'hui, ce sont 4500 entreprises suivies par la DGA, dont 1000 qu'on estime critiques. Je vais vous donner 3 chiffres parce que c'est important de savoir d'où l'on part pour voir vraiment vers où on veut aller. Comme cela a été dit, la BITD, elle est constituée d'entreprises qui sont en moyenne petites. La moyenne du chiffre d'affaires d'une entreprise de la BITD, c'est 8 millions d'euros, 50 salariés. Donc ce sont des petites entreprises, donc BITD très fragmentée. BITD très duale. Je le rappelais Louis, en moyenne sur les 4500 entreprises de la BITD, le chiffre d'affaires pour la défense est de 20%. Et même plus que ça, les 2/3 des entreprises ont moins de 10% de leur chiffre d'affaires pour la défense. Donc extrêmement dual, beaucoup. Et on parle de l'industrie de défense, on devrait parler des industries concourant à la défense, puisqu'on parle de chaudronnerie, de métallurgie, d'électronique, de numérique, de chimie, d'ingénierie. Voilà. C'est vraiment un ensemble je pense que quasiment toutes les filières industrielles concourent à la BITD.
Donc cette BITD aujourd'hui, elle est fragmentée, elle est organisée en filières, mais elle a besoin justement de s'organiser pour pouvoir monter en puissance. Et donc pour la BITD de demain, je pense qu'il y a 3 éléments importants. On a besoin d'une BITD plus résiliente, d'une BITD plus innovante et d'une BITD qui reste souveraine. Une BITD plus résiliente, ça passe par un certain nombre d'actions. Comme tu le rappelais, Louis, il y a un rôle important que la DGA appelle de ses voeux et qu'elle partage souvent avec les maîtres d'œuvre pour que ces maîtres d'œuvre organisent les filières. Nous avons un plan ministériel qui s'appelle le plan PEPS, le plan en faveur des ETI, PME et start-up, qui se traduit par un certain nombre d'actions, mais notamment des conventions signées avec chacune des MOI, pour organiser justement cet écosystème et ce bon ruissellement de la chaîne de valeur et de la visibilité et des contraintes tout au long de la chaîne de sous-traitance pour que globalement la BITD vive bien. Et c'est un travail d'équipe. Et d'ailleurs, je étais hier soir au lancement du 2e accélérateur défense opéré par BPI pour la DGA. Beaucoup des sous-traitants que j'ai vus me disent non, nous, avec nos MOI, on n'est pas des sous-traitants, on est des partenaires. Donc ça, c'est sûr. Ça se fait pas toujours très bien. D'autres, effectivement, sont dans une situation plus conflictuelle, mais on sent quand même qu'il y a vraiment un changement de cette perception pour être partenaire. Après, il faut que ça aille du rang 1 au rang 2, du 2 au 3, 3 au 4 et jusqu'au bout de la chaîne de production. Donc la résilience, ce sera un travail commun, ce sera un travail ensemble. C'est un travail qui appelle effectivement des travaux de fond sur le financement, mais on pourra sans doute y revenir parce que c'est un chantier en tant que tel. Et sans doute aussi sur des concentrations, sur des regroupements, sur du build-up pour avoir des BITD moins fragmentées. Et enfin, sur une BITD qui sera résiliente si elle arrive à continuer à développer son activité civile et son activité à l'export. Parce que la visibilité que tu appelais, Louis, tu as raison, elle est en France, mais elle est aussi à l'étranger. Le réarmement, il a lieu en France, mais il a en delta plus lieu à l'étranger en ce moment qu'en France, puisqu'en France, à la fois, on a commencé plus tôt et puis on a la situation budgétaire que nous connaissons tous. BITD plus innovante aussi, c'est un point très important. Le ministère des Armées a créé l'Agence pour l'innovation de défense il y a quelques années. Comment est-ce qu'on fait émerger cette innovation ? Mais l'enjeu ensuite, une fois qu'elle a émergé, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'intégrer dans nos processus qui historiquement sont très descendants. Spécification du besoin par les forces, traduction par la DGA, mise en œuvre par les MOI, pour le dire de façon très simple. Un processus très descendant, très linéaire, tout doit rentrer dans un programme d'armement et si ça ne rentre pas dans la bonne case, on n'arrive pas à le traiter. Ça, ce sont des choses qui sont en train de changer et qui appellent un changement assez important de l'ensemble de l'écosystème, des forces, la DGA et l'industriel. Et je disais une BITD qui doit rester souveraine, parce que comme vous l'avez rappelé, un travail très important a été fait, c'est presque même une des raisons d'être de la DGA, d'avoir préservé pendant les 30 années que nous avons vécues cette capacité qu'a la France d'avoir une BITD qui couvre l'ensemble du spectre capacitaire. Et pour un pays de notre taille, c'est une incongruité, et c'est un trésor et un capital extrêmement important qu'il faut qu'on utilise. Et il ne faut pas qu'aujourd'hui on perde la maîtrise, il faut qu'on continue à avoir une BITD qui soit souveraine là où c'est nécessaire. Et pour ça, nous avons un certain nombre d'outils comme le contrôle des investissements étrangers en France, mais on voit aussi que nous avons une BITD qui est sous pression en termes de souveraineté. Juste un chiffre pour l'illustrer. Il y a 4 ans, le ministère de la Défense traitait 40 dossiers d'autorisation d'investissement étranger en France, donc sur la BITD. Aujourd'hui, nous sommes à 140. Donc il y a un attrait. Alors c'est à la fois côté positif, c'est-à-dire qu'on a une BITD qui est très performante et reconnue comme telle à l'international, puisque tout le monde veut investir dedans. Côté négatif, il faut qu'on maîtrise cet apport en capital étranger, qui est bien, parce que c'est l'apport en capital, mais il faut qu'on le maîtrise pour garantir que ça ne viendra pas affaiblir la souveraineté de notre BITD. Merci Benoît. Et puis en plus, dans tout cela, on voit en plus les innovations technologiques qui sont galopantes, donc auxquelles il faut s'adapter aussi en continu, mais on pourra peut-être justement en parler avec Benoît. André Lanata, en quelques mots, le besoin militaire, il évolue comment et avec quelles conséquences industrielles ? Alors sur les conséquences industrielles, je laisserai les responsables industriels s'exprimer. Peut-être qu'un responsable militaire d'active aurait été mieux placé que moi pour exprimer le besoin qui a quand même évolué depuis que j'ai quitté le service actif. Peut-être deux remarques liminaires avant de vous proposer une grille de lecture de l'évolution de ce besoin militaire. Le premier, c'est qu'il ne faut pas être omnubilé par les enseignements de la dernière crise que nous vivons. Un outil de défense se construit dans le temps long. Il a besoin de faire face à un spectre de menaces qui est en général assez large. Je vous dis ceci parce que l'Ukraine est évidemment extrêmement importante dans l'analyse de l'évolution de ce besoin, mais ne constitue pas la seule grille de lecture possible. Il y a aussi une autre raison à ça, c'est que si des armées occidentales avaient été engagées dans un conflit de cette nature, il est probable que nous n'aurions pas joué la même guerre.
ce qui aurait conduit à un autre besoin opérationnel que celui qui résulte du besoin ukrainien aujourd'hui, par exemple. Ces précautions étant posées, peut-être en 6 points, comment je pourrais caractériser le besoin militaire aujourd'hui. Le premier, ça n'a pas été encore dit, mais je voudrais quand même le rappeler, le cœur du cœur de notre besoin, c'est la poursuite de nos efforts de renouvellement de nos 2 composantes nucléaires. Tout simplement parce que ça tire une grosse partie des technologies clés de notre BITD et finalement de notre indépendance stratégique. Elle résulte de ce choix fondamental. Pour avoir été président du comité mixte armée-CEA, je pense pouvoir dire le niveau d'excellence technologique, industrielle et opérationnelle atteint dans ce qui constitue, on parle du rôle de l'État dans cette constitution de la BITD, dans une œuvre commune, armée, industrie, CEA, DGA, État. Il faut le rappeler. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut, en termes de besoins opérationnels, je dirais, il faut poursuivre la réparation des années de déflation. Je pense que le travail n'est pas terminé, malgré les efforts qui sont entrepris depuis la LPM de 2018. Il s'agit ici de rechange, d'équipements optionnels, je fais plaisir à Thales, de munitions, de MCO, d'infrastructures. Il y a probablement aussi ici une question de format de nos forces, mais j'aurais tendance à dire, commençons par faire fonctionner à 100% de son potentiel le dispositif dont nous disposons déjà. Au passage, cela renforcera la fidélisation dans nos armées, qui est un enjeu majeur, car les militaires, comme le reste de nos concitoyens, préfèrent travailler avec des outils qui fonctionnent bien. Le troisième, peut-être, critère, je pense qu'il faut poursuivre notre effort d'autonomisation stratégique en matière de capacité militaire. Je pense ici au fait que nous nous sommes installés de façon plus ou moins rampante dans une forme de dépendance à l'égard de certaines capacités critiques qui ont toutes été utiles pour nos opérations récemment et qui sont en particulier apportées par nos alliés, en particulier par nos alliés américains. Je pense ici par exemple aux capacités qui sont soit insuffisantes dans notre arsenal, comme les drones, le spatial, le ravitaillement en vol, ou qui sont absentes, comme la suppression des défenses antiaériennes ennemies pour pouvoir pénétrer dans la profondeur d'un dispositif ennemi. Le quatrième point, c'est que je pense qu'il faut absolument prendre en compte les réponses à apporter dans les nouveaux espaces de conflictualité, le spatial, les grands fonds marins, la guerre cognitive, tout simplement parce qu'il faut refuser le contournement de nos capacités de défense traditionnelles par nos adversaires. Et ici, l'enjeu ne concerne pas uniquement les capacités opérationnelles des armées, mais également la société civile, qui est d'autant plus facilement agressée qu'elle est plus vulnérable. Le cinquième point, ça a été évoqué, il faut développer des équipements bas coût capables de saturer les défenses adverses et disposer des réserves de production de masse pour couvrir le temps de guerre. Et dernier point, ça a été également évoqué, il faut être capable d'adapter notre dispositif opérationnel sur le terrain, en boucle courte, en tirant parti des innovations d'usage apportées en particulier par les nouvelles technologies. J'avais tendance à parler, quand j'étais à tête d'ACT, non plus d'une bataille technologique ici, mais d'une bataille des usages, ce qui nécessite, comme l'a dit Benoît Laroche de Roussanne, une modification en profondeur de nos approches de conception et de développement pour pouvoir intégrer en boucle courte dans le dispositif existant des technologies qui, en général, sont issues du civil. Donc merci André, on a ces 6 points donc, qui évaluent bien ce besoin militaire. Louis, un mot sur les grands enjeux qui touchent justement cette industrie de défense, le partage de responsabilités entre l'État, l'industrie de défense pour faire évoluer le modèle, ce serait quoi ? Côté BITD, je pense que, alors je suis peut-être un peu stockholmisé, mais je pense que la BITD a bien compris où sont ses responsabilités et qu'elle est prête à les assumer. Enfin, pour être assez rapide, on a évoqué la supply chain, donc on a déjà dit que le sujet est pris à bras-le-corps, il est perfectible, mais on a mis en place un certain nombre de mesures, de plans, d'aides pour soutenir la supply chain. Vis-à-vis des investisseurs, ça a été évoqué, il y a un besoin de pédagogie qui est évident et que l'on fait au quotidien pour expliquer pourquoi la défense, ça n'est pas mal, pourquoi ça n'est pas sale. Donc c'est indispensable de le poursuivre. Et au demeurant, l'État nous aide beaucoup, puisque en ce moment, vous le savez, il y a le dialogue de place dans lequel
parmi les 3 groupes de travail qui sont en place, on essaye de voir comment on peut justement diffuser cette pédagogie au plus près des industries, au plus près des investisseurs, en mettant par exemple au sein de leur structure des conseillers défense. Enfin, bref, il y a tout un travail qui est fait à ce niveau-là. Vis-à-vis des salariés, qualité du dialogue social, préservation de l'outil industriel, vision de l'outil industriel de demain, partage de cette vision avec nos salariés, nos collaborateurs. Et puis je l'ai évoqué tout à l'heure, qualité du recrutement, même s'il est difficile de recruter aujourd'hui, parce qu'on a besoin de beaucoup et il n'y a pas la ressource, mais qualité du recrutement et de la formation. Et puis vis-à-vis de l'ensemble de la filière, et donc là c'est un travail collectif, développer l'innovation, la prise de risque. Dès lors qu'on a un peu de visibilité, je pense que les MOI sont capables de prendre beaucoup de risques en termes d'autofinancement, en termes d'innovation, mais faut-il qu'elles aient la garantie que ce risque va payer. C'est pareil pour les investisseurs au demeurant. Et puis compétitivité. Côté étatique, on peut voir les choses à 2 niveaux, niveau national et niveau européen. Niveau national, rapidement, la LPM, la loi de programmation militaire, ça reste quand même l'outil idéal, en théorie. L'outil idéal pour nous donner ce dont nous avons besoin, la visibilité, les commandes pluriannuelles, la tendance générale. Et la loi de programmation militaire, comme son nom l'indique, il y a du physique, mais il y a du législatif dedans. Donc il y a un certain nombre d'articles qui accompagnent cette loi de programmation militaire. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, nous, ce qu'on regrette, c'est déjà dans l'élaboration de la LPM, il y a un grand absent, c'est la BITD. Dans l'élaboration de la LPM. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire le travail et de dire à la DGA ou aux états-majors qu'est-ce qu'il faut mettre dans la LPM. C'est uniquement de contribuer et de leur expliquer, parce que parfois c'est mal connu, les rouages, les mécanismes, les secrets de la BITD. Ça, c'est, à mon sens, un élément sur lequel on pourrait avancer. Les commandes, je l'ai évoqué, elles sont fondamentales. Et aujourd'hui, alors on peut estimer que c'est la conjoncture qui fait qu'on a du mal à avoir une visibilité sur les commandes. Mais quand on regarde un peu l'historique des lois de programmation militaire autrefois, la tendance est à peu près la même. J'ai oublié de dire quand même, et il faut le reconnaître, on ne doit jamais oublier l'effort de la nation en faveur de la défense. On a une loi de programmation militaire sans commune mesure avec celle qu'on a eue auparavant. On peut juste regretter qu'elle soit 2 fois plus faible que celle de l'Allemagne, par exemple. Les commandes, la supply chain, j'en ai parlé. C'est important d'avoir cette visibilité parce qu'en général, en plus, les commandes nationales sont d'un volume assez faible. C'est-à-dire que, par nature, elles sont assez faibles en national. Donc, plus on a de visibilité sur leur cadencement, plus on a les moyens d'anticiper et plus on a les moyens également de se tourner vers l'export qui reste quand même un complément indispensable. Je parle du grand export. Je ne parle pas on va l'évoquer tout à l'heure au niveau de l'Europe, mais vraiment le grand export. Avec quand même une particularité, juste une parenthèse sur la coopération vers le grand large. Il faut juste se poser la question avec qui on coopère. La coopération avec certains pays à l'horizon 2040, je m'interroge beaucoup. La différence avec l'Europe, c'est qu'on a une communauté de destin en Europe. Quel pays, par exemple Je ne peux pas citer, mais enfin, si vous sauriez, je pense qu'on a tous les mêmes en tête. Mais la différence avec l'Europe, c'est qu'on a une communauté de destin qu'il faut garder à l'esprit. Et vous parliez au niveau européen également ? Alors, au niveau européen, le principal message, mais ça a été évoqué, je crois, en introduction, c'est que, oui, collaboration européenne, mais pour des produits fabriqués en Europe. C'est-à-dire qu'il faut se battre, et c'est un combat permanent, et c'est un combat aujourd'hui sur ceux qui suivent ces sujets, sur EDIP, sur SAFE. On n'arrive pas à faire valoir la préférence européenne, l'autorité de conception en Europe, qui est fondamentale. Hein. Si on parle économie de guerre et qu'on a une autorité de conception qui n'est pas européenne, je crois qu'on n'a pas tout compris. Enfin, on s'est trompé, en fait. D'accord ? Donc voilà, il y a ces 2 étages de la fusée, en national et en Europe. Je précise quand même que l'État joue dans la mesure du possible, enfin autant qu'il le peut, son rôle. Mais il faut l'aider à mieux jouer ce rôle.
Alors, il nous reste 5-6 minutes là, sur ce débat. J'aimerais qu'on ait un tout petit peu sur la partie financement aussi. Benoît, juste un mot. TNP accompagne ces industriels de défense pour répondre à tous ces enjeux du secteur. Et justement, comme vous, TNP est souvent dans cet univers du secteur de la finance, vous avez ce regard un peu général, mais que vous pouvez faire un focus sur l'industrie de défense. C'est quoi les enjeux de financement quand on est dans votre rôle sur cette industrie de défense? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a un sujet de capitalisation énorme dans une grande partie des acteurs de la BITD. Ce qui m'amène à dire que probablement, comme l'a fait l'automobile il y a 40 ans, il y a un vrai sujet de consolidation. C'est-à-dire qu'il va falloir, en termes de finances, que les fonds, l'État, la DGA accompagnent un mouvement de consolidation. 4500 acteurs dans cette filière, c'est trop. Surtout quand on disait tout à l'heure, avec une taille qui fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qui existait dans l'automobile il y a 40 ans. Et en 20 ans après, on a fait émerger ce qu'on appelait des Tier 1, qui pesaient des centaines de millions d'euros, voire des milliards, qui ont à un moment donné eu des market cap supérieurs aux constructeurs automobiles. On ne fera pas ça parce qu'on n'est pas dans la grande série. Mais fondamentalement, dans le financement, il y a un rôle qui est déjà de faire en sorte qu'au-delà de la finance, on ait un rapprochement industriel qui aura une conséquence financière puisqu'on aura une entreprise plus grande, avec un chiffre d'affaires plus grand, des capitaux propres plus importants et une capacité de tirer de la dette plus importante. Après, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le financement, il est ultra actif en France pour accompagner ce mouvement. L'État, la BPI, il y a Caisse des dépôts et consignations. Toutes les banques se sont mis maintenant à sortir des fonds défense. Et comme je le disais, l'État BPI sort même un fonds Evergreen où tout à chacun va pouvoir investir. Donc je pense qu'on a mis en place les outils de manière assez rapide. Et on peut souligner le rôle des ministres de l'économie et de la défense qui, de concert, ont très rapidement bâti les outils permettant de financer cette filière. Alors justement, sur les financements, Benoît, comment l'État appréhende-t-il justement cette articulation entre investissement public et investissement privé pour développer justement nos capacités industrielles et technologiques de défense? Et puis, où on comprend qu'il faut une mobilisation générale aussi, vous le disiez, autour de la BITD. Effectivement. Alors, ces investissements, déjà, ils sont complémentaires. L'État a vocation, l'État achète les produits et donc il va pas donc l'État achète les produits, et le financement privé vient donner les capitaux propres, la dette, le BFR qui permet la réalisation effective de ces commandes. Donc vraiment, les deux sont absolument complémentaires et sans visibilité suffisante sur un carnet d'affaires, sur un business plan global qui, encore une fois, doit être France, mais aussi export Europe, on n'arrivera pas à attirer du financement privé. Donc les deux vraiment sont complémentaires et se soutiennent l'un l'autre. La partie effectivement financement privé, le 20 mars, il y a eu un bel événement avec les deux ministres démissionnaires. Et beaucoup de choses, depuis tout ce qui a été annoncé le 20 mars, et j'en faisais le bilan il y a quelques semaines dans un événement, tout a été mis en œuvre. C'est important de le souligner parce que c'est pas toujours le cas. Le dialogue de place a été lancé avec 4 groupes de travail et 3 groupes de travail, le 4e qui va se lancer très prochainement pour arriver justement à mettre tous les acteurs autour de la table et à concrétiser cette mobilisation générale et ces bonnes intentions qui ont été exprimées le 20 mars. Des choses bougent déjà énormément. Là, on a parlé rapidement les critères ESG. Effectivement, je pense que la défense est sortie maintenant de la place où elle était, c'est-à-dire entre la pornographie et le jeu. Maintenant, c'est reconnu comme un secteur. Donc, beaucoup de choses sont derrière nous. Énormément de fonds et de véhicules sont en train de se monter. On a parlé effectivement du fonds l'idée par la BPI, mais on en a déjà plusieurs annonces qui ont été faites et d'ici la fin de l'année, on estime, d'après nos informations, qu'entre 5 et 10 véhicules vont être lancés avec différentes thèses, différentes modalités de financement pour un montant entre 2 et 3 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez massif au regard des besoins qu'on a identifiés. Donc les choses vraiment avancent bien, les choses sont lancées. La Direction Générale de l'Armement a lancé aussi un club investisseur, comme ça avait été annoncé le 20 mars. Nous avons fait une première réunion et nous allons continuer. Ce club, il a vocation, d'une part, à acculturer les investisseurs aux spécificités du secteur de la défense qui ont été rappelées cette table ronde. Notamment, c'est quand même particulier, c'est un secteur dans lequel on n'a pas le droit de produire et pas le droit de vendre, sauf si on a l'autorisation de l'État. Mais en fait, c'est surtout une protection, et c'est ça qu'il faut qu'on explique aux investisseurs. Le contrôle, l'export, c'est une protection pour l'entreprise avant d'être une contrainte. Donc, expliquer tout ceci aux investisseurs, mais aussi expliquer aux industriels, et c'est le deuxième volet sur lequel nous allons accélérer, quel est le bon véhicule de financement en fonction de leurs objectifs.
parce qu'on a encore beaucoup, on le voit dans les discussions vraiment quotidiennes qu'on a avec les acteurs de toute taille de la BITD, les plus petits ont encore peur de l'investissement en fonds propres, de faire entrer un fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais perdre le contrôle de mon entreprise. Voilà, c'est vraiment des choses aussi d'acculturation qu'il faut qu'on fasse des deux côtés pour avoir une BITD plus résiliente et que tous les travaux de financement déploient leur plein bénéfice. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Est-ce qu'il y a une ou deux questions dans la salle auprès de l'un de nos... Après, sinon, on aura une deuxième table ronde. Vous aurez aussi l'opportunité de poser d'autres questions et de revenir sur cette table ronde. Pas d'autres... Oui. Vous avez parlé de guerre cognitive parmi les différents types d'actions. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots, s'il vous plaît? Je suis ravi que ça ait fait dresser une oreille à quelqu'un. Et André, réponse rapide, s'il vous plaît. Oui, c'était un de mes dadas quand j'étais encore à la tête du commandement suprême allié de l'Alliance Atlantique, parce que je considérais que... j'observais qu'il y avait c'est pas que j'observais, on savait très bien que la Russie avait théorisé le fait que, constatant la fragilité de nos sociétés, il valait mieux agresser nos sociétés que affronter le dispositif militaire de l'OTAN, et à déployer des mesures de guerre de l'information. Mais cette guerre de l'information se transforme à cause de la capacité à toucher chaque individu et à les enfermer dans des certitudes cognitives du fait des réseaux sociaux, si vous voulez. Et donc, il est très facile de manipuler des opinions et finalement d'obtenir des objectifs stratégiques sans avoir à recourir à la force militaire. Alors, ce débat pourrait nous amener extrêmement loin. On pourrait faire un colloque sur la guerre cognitive, mais j'estime que c'est extrêmement dangereux et qu'il nous faut évidemment prendre des mesures pour... Ça a été fait depuis, dans le domaine de l'influence, mais ça touche beaucoup le numérique. Le jour où le calcul quantique sera combiné à l'IA pour aller manipuler nos cerveaux avec des implants neuronaux, je pense qu'on a des soucis à se faire. Merci André. Alors j'avais encore plein de questions. Le rôle fédérateur des grands programmes d'armement européens, l'autonomie stratégique. Benoît, juste rapidement un mot de conclusion un peu sur ce que l'on s'est dit. Moi, je conclurai sur la remarque d'André. En fait, je crois qu'un des grands défis aussi de cette filière et de la BITD, c'est d'accélérer la capacité à innover et à onboarder et à rendre opérants les technologies qui arrivent de manière massive et de manière disruptive, tout en essayant quand même de garder une certaine souveraineté. Et quand on parle de quantique, d'IA, de cloud, c'est compliqué de se dire je vais faire pivoter une filière qui est déjà un peu, comme on l'a dit, un peu fragile, même si on la rebooste, et la faire aussi transformer du contenu en embarquant de la technologie, en embarquant des choses qui sont déjà peu maîtrisées par l'ensemble des industriels, ou en tout cas c'est en cours, et avec des technologies qui sont de plus en plus disruptives, qui arrivent de plus en plus vite, et qui malheureusement sont de moins en moins françaises, ou en tout cas européennes. Et tout ça, c'est pourtant une nécessité, parce que la BITD, comme l'a dit André, elle doit être aussi forte pour produire des pièces métalliques que de la cybersécurité, du quantique, du cognitif et de l'intelligence artificielle. Eh bien, merci. On aura l'occasion de reparler de tout ça justement avec notre table ronde. Merci infiniment. On peut applaudir nos 4 intervenants. Voilà, je vous remercie d'apporter vos témoignages.